Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis le fameux collègue de Guy qui a essuyé les bancs de la fac avec lui il y a quelques années maintenant. Donc, il nous l'a bien rappelé tout à l'heure. J'ai le plaisir là, de vous faire une intervention. Et donc, comme Guy l'a évoqué tout à l'heure, on a de plus en plus de demandes de conférences sur ce thème du vieillissement. Et donc, moi, je me suis spécialisé depuis quelques années sur les nouvelles technologies et notamment les technologies immersives. Et c'est quelque chose qui est aussi en plein essor. Et donc forcément, quand on conjugue les deux, on nous demande d'intervenir régulièrement sur des thèmes comme aujourd'hui là, qui portent sur le sport et la santé. Alors, le titre de la conférence est un peu galvaudé. Les technologies au service de la réadaptation des sportifs et des seniors. Ne pratiquant pas moi-même les recommandations de l'OMS de l'activité physique, je ne me permettrai pas de parler des sportifs, je parlerai surtout des seniors. En réalité, au sein de notre laboratoire, on s'est spécialisé plutôt sur le vieillissement et les pathologies associées, et on fait assez peu de sportifs. Néanmoins, et vous le verrez, beaucoup des éléments que je vais présenter peuvent se transférer dans le domaine sportif, puisqu'on l'a fait dans quelques petits projets en parallèle. Donc principalement, je vais vous parler de réalité virtuelle, d'exergaming. En gros, ça va tourner autour des technologies immersives, mais on va y revenir, puisque, comme ça a été annoncé, je vais vous parler de taxonomie. Le devoir d'un chercheur, alors j'ai dû faire un choix. Soit je vous faisais un peu une revue de la littérature du domaine, et puis des préconisations, des recommandations, soit je mélangeais un peu de théorie avec de la pratique. Et donc j'ai pris ce choix-là cet après-midi. Je vais vous parler de travaux de recherche qui sont en cours, puisque je vous l'ai dit, c'est une thématique en plein essor. Et donc, dans ce contexte-là, il y a très peu d'études. Et donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Alors, je le précise à chaque fois, je n'ai pas de conflit d'intérêt, dans la mesure où on travaille avec des industriels, mais on n'est pas impliqué directement. Ce sont parfois des financements habituels de contrats doctoraux, et pour la plupart des projets que je vais vous présenter, on les développe nous-mêmes ou avec des écoles d'ingénieurs. Donc je vais vous montrer aussi qu'on est capable sur des territoires de créer du contenu. Alors certaines images vont être générées par une IA, et donc je le précise parce qu'on a l'habitude maintenant de déclarer tous les conflits d'intérêts. Alors, je vais vous faire une introduction générale pour qu'on soit tous d'accord sur cette histoire de taxonomie, c'est-à-dire cette histoire de nomenclature et de définition. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes spécialisés avec les nouvelles technologies, mais on va essayer de définir ce qu'on appelle le terme de XR. La XR, c'est en français, donc Extended Reality, en français on parle de réalité étendue. Et vu que je ne connais pas votre niveau dans la salle, je vais faire appel à vos connaissances et je vais vous tester. C'est mon moment préféré de la conférence généralement. Alors je vais vous demander à chaque fois de lever la main, si vous considérez que c'est de la réalité étendue. Bien évidemment, je ne vous donnerai pas la définition en amont. Et donc je vais vous demander de lever la main pour ceux qui pensent que oui, c'est de la réalité étendue. Levez la main. OK. Vous pouvez baisser. Ceux qui pensent que non, levez la main, s'il vous plaît. OK. Ceux qui ne pensent pas, levez la main, s'il vous plaît. OK. Alors, pour la suite du jeu, on va vous demander d'essayer de vous engager, puisque quand on s'engage, on mémorise mieux l'information. Et donc, pour les prochaines diapos, je vous demanderai de vous engager. Est-ce que ça, c'est de la réalité étendue? Levez la main pour ceux qui pensent que oui, c'est de la réalité étendue. Vous allez voir, ça va devenir très intéressant, ce jeu. Alors, baissez la main. Pour le non, levez la main. OK. On est à peu près sur les mêmes proportions que tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est de la réalité étendue? OK, levez la main pour le oui, vous avez compris, vous êtes très intelligent, c'est parfait. Vous pouvez baisser la main. Pour le non, levez la main. Et il y en a encore plein qui n'ont pas de bras. C'est la catégorie je ne sais pas, je vous ai dit engagez-vous. Est-ce que ça, c'est de la réalité étendue? On voit les yeux de l'utilisateur à travers le casque, donc il n'est pas en full immersive. Alors levez la main pour un oui, levez bien la main s'il vous plaît, que je vois. OK. Vous pouvez baisser. Levez la main pour un non. OK, très bien. Vous faites un peu d'activité physique en même temps, c'est parfait. Est-ce que ça, c'est de la XR? Est-ce que c'est de la réalité étendue? Levez la main pour un oui. Alors, je vois qu'il y a des doutes. Non, ça lève plutôt bien la main. OK, baissez, s'il vous plaît. Levez la main pour le non. Ah, ça, c'est beaucoup plus controversé. Il y a un super moite-moite. Est-ce que ça, c'est de la réalité étendue? Est-ce qu'on est sur de la XR dans ce cas-là? OK. Baissez la main. Pour le non, levez la main. Pareil, c'est assez partagé, c'est divergent. Est-ce que c'est assez de la réalité étendue? Vous inquiétez pas, on ne va pas faire une demi-heure comme ça, il n'y en a plus beaucoup. C'est l'avant-dernière. Levez la main pour un oui. J'entends des non carrément, c'est non, c'est non. OK, baissez la main. Pour le non, levez la main. Majoritairement un non. OK. Est-ce que ça, et c'est la dernière, c'est la réalité étendue? Levez la main pour un oui. OK, levez la main pour un non.
Ok. Vous êtes plutôt cohérent, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque ça, c'est de la vidéoprojection interactive. C'est avec les pieds. Et la diapo précédente, c'était avec la main. Donc si on part du principe que ça marche avec un membre supérieur, pourquoi ça ne marcherait pas avec le membre inférieur? Donc vous avez été plutôt cohérent et je vous en félicite. Alors maintenant, vous attendez forcément la réponse. C'est quoi la réalité étendue? Alors la réalité étendue, il y a des taxonomies qui existent, c'est-à-dire des définitions qui donnent finalement on va dire un large spectre de ce qu'on englobe dedans. Donc la XR, c'est ce qu'on appelle un terme générique, un umbrella. C'est un terme parapluie qui englobe plein de termes différents. En gros, ici, ce qu'on a, c'est une distinction entre complètement à gauche des objets qui sont réels dans un environnement qui est 100% réel, ce qui est le cas aujourd'hui. Absolument rien n'est virtuel. Après, vous voyez qu'on voit apparaître un pourcentage d'objets virtuels. Alors, quand on a un faible pourcentage d'objets virtuels, on parlerait de réalité augmentée. Puis quand on a beaucoup d'objets virtuels, qui est beaucoup plus important que le nombre réel, on parle de virtualité augmentée. Donc ça, cet ensemble, c'est la réalité mixte, quand on mélange les deux, des objets virtuels avec des objets réels. Et puis on a complètement à droite, le 100% virtuel. Et donc ça veut dire que tout est virtuel, même la propre représentation de son corps, c'est-à-dire à travers un avatar, dans l'environnement, eh bien, ça va être virtuel. Alors en gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un continuum, où on va placer en fonction des technologies et du contenu qu'on va y proposer, eh bien, un nombre d'objets conséquents, plus ou moins important d'objets virtuels. Et donc ça va nous donner tout ce cadre jusqu'au 100% virtuel. Alors pourquoi c'est un sujet important? Parce que finalement, quand on regarde, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a énormément d'industriels qui développent des casques. Et donc des casques, vous en avez de différentes formes, avec différentes capacités. C'est un peu comme les smartphones, ils se sont alignés sur la même politique économique. C'est-à-dire que tous les ans, le casque il sort au même prix, mais avec des fonctionnalités plus importantes. Plus d'autonomie, un meilleur champ de vision, vous allez avoir le son qui va être mieux intégré, donc spatialisé, etc. Et donc là, vous avez ici une représentation avec des casques qui permettent de faire du 100% virtuel ou de la réalité mixte. Et puis en face, vous avez ce qu'on met dedans, c'est-à-dire les applications qu'on va développer pour pouvoir vivre cette expérience dans les technologies immersives. Et donc il y a deux façons de créer du contenu. La première façon, ça va être en haut, c'est une captation 360 degrés. Donc si vous l'avez sur le côté, c'est une caméra qui va enregistrer du contenu. En gros, c'est comme un film. Admettons, je mets une caméra devant, je vais enregistrer, et si je veux revoir la conférence, je mets un casque et je serai à la place de la caméra. Et donc si je me tourne, j'ai le public, j'ai les interactions, j'ai les échanges, etc. J'ai la partie immersive de l'environnement, mais j'ai très peu d'interactions parce que ça reste un film, c'est une vidéo. Donc il y a des avantages, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est très facile à produire et ça coûte pas cher. Et puis vous avez en bas les autres environnements qu'on peut créer, c'est de la modélisation 3D. Là, on va avoir des informaticiens, des développeurs qui vont créer l'objet. Et donc, par conséquent, l'objet, vu qu'il a été créé dans l'environnement, on peut interagir avec lui, on peut l'utiliser, on peut le déplacer ou on peut jouer avec. Si on continue, alors oui, j'ai pas précisé, donc le développement des casques qui sont de plus en plus performants, les casques dits autonomes, c'est-à-dire qu'avant il fallait un ordinateur avec un câble, on était branché, etc. Aujourd'hui, vous avez des casques premier prix ou standard, on va dire, à 500, 600 euros, qui permettent de faire du jeu vidéo avec des environnements qui avant étaient extrêmement lourds. On développe aussi de plus en plus où on voit apparaître des modes multijoueurs, et puis on a aussi une capacité du tracking du mouvement, ce qu'on appelle en 3 degrés de liberté ou en 6 degrés de liberté, et donc ça permet d'interagir dans des environnements et on pourrait se déplacer même à l'échelle de la pièce. Alors, en réalité, jusqu'à maintenant, les définitions se sont principalement concentrées sur ces histoires de technologie. C'est-à-dire qu'en fonction de la capacité du casque à projeter des objets et un pourcentage d'objets virtuels, vous l'avez compris, eh bien on le définissait comme étant de la réalité augmentée, mixte, etc. En réalité, on s'aperçoit maintenant, depuis les années 2020, que c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de technologie, mais c'est une question d'immersion, d'interaction avec l'environnement, mais aussi de cohérence interne qu'on a dans l'environnement, c'est-à-dire la perception qu'a l'individu de la réalité ou non de ce type d'environnement et de la pertinence que ça a pour lui. Donc ça dépasse les éléments technologiques, on est sur l'expérience utilisateur et on intègre notamment des domaines comme les sciences humaines et sociales. Alors, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur ces aspects-là, mais c'est des choses à prendre en compte pour le choix des applications, je vais y revenir tout à l'heure, bien évidemment. Alors, pour moi, il n'y a pas de définition formelle dans la littérature, on est en train de rédiger justement des revues pour amener plus d'informations, de détails en fait, sur la compréhension qu'on a dans l'usage de ces technologies-là. Mais il y a plusieurs façons de quadriller en fait, dans les usages ces technologies immersives. Alors je vous ai fait plusieurs cadrans qui correspondent à, vous l'avez progressivement, de non-immersive VR,
Moi, c'est comme ça que je les appelle, c'est les exergames, on va y revenir tout à l'heure. La Kinect, la Wii, sont des choses que vous connaissez peut-être. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les cubes, les exercubes, qui sont des environnements immersifs à l'échelle d'une pièce, où vous l'avez en haut, là, ici, des grands écrans à 180 degrés. Et donc ça, c'est des environnements semi-immersifs. Puis, vous avez la Full Immersive VR, complètement à droite, où là, c'est du 100% virtuel. Et puis, vous voyez qu'il y a deux parties, en haut et en bas. Et moi, je fais la distinction entre ce qui est en bas, les exergames, qui a un côté un peu ludique, interactif, du gaming, où on peut jouer, du côté qui est tout en haut, plutôt écologique. Donc, en fonction des objectifs qu'on peut avoir, thérapeutiques ou autres, eh bien, on va amener la personne soit à se déplacer dans des environnements de nature, par exemple, soit dans la ville, pour travailler notamment sur le plan cognitif, la navigation spatiale, etc. Soit on va travailler plutôt sur les exergames, et ça va être une autre forme d'approche dans les environnements immersifs. Et donc, chaque cadran peut avoir derrière des objectifs bien particuliers. Et ça, il faut en être conscient. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde, et c'est pour ça que j'en profite pour faire passer des messages, mais il y a trop de monde qui veulent faire de la VR pour faire de la VR, mais sans savoir vraiment pourquoi, quelle va être la finalité, avec quelle technologie, quel type d'environnement, etc. Alors, c'est un terme que j'ai introduit progressivement, c'est l'exergaming. En gros, c'est la combinaison entre de l'activité physique avec des jeux vidéo interactifs, et donc dans un cadre très général pour promouvoir la santé, le bien-être, etc. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une activité qui va être plus engageante. Par le côté ludique, eh bien, on amène la personne à la fidéliser, à avoir une meilleure adhérence eh bien, dans les programmes d'entraînement d'activité physique. Alors, c'est quoi l'intérêt? Alors, en rééducation, alors nous, on le fait beaucoup avec des pathologies, mais on le fait aussi dans le cadre du vieillissement. On le fait dans le cadre du vieillissement, prévention jusqu'à dégradation des capacités cognitivo-motrices. Et donc, vous voyez ici que ça englobe plusieurs sphères de couleurs différentes, avec des enjeux qui vont être sur la partie motivationnelle, engagement, personnalisation, récompense, le côté ludique, donc ce que je viens d'évoquer, intérêt des exergames. Mais vous avez toute une autre face dans le développement, qui est tout en haut à droite, c'est l'expérience utilisateur. C'est ce qu'ils vont accepter la technologie. Vous pouvez avoir un programme qui va être très efficace sur le plan cognitivo-moteur ou bien-être, mais s'il ne l'accepte pas, finalement, ça ne servira jamais. Et donc, il y a encore beaucoup d'études qui rentrent par le prisme de est-ce que c'est efficace? Mais nous, on commence à s'intéresser à ces valeurs un peu psychosociales. Et puis, on a, et je ne l'ai pas précisé au sein du laboratoire, on développe un axe neuro-XR. Donc, on s'intéresse en neurosciences à la compréhension des mécanismes dans les environnements simulés. Et donc, on a toute une partie sur la neuroplasticité que Guy a abordée comme étant la neurogenèse, et il y a la synaptogenèse, etc. Bref, c'est les modifications du cerveau qu'on a dans ces environnements virtuels. Et on travaille avec des capteurs pour mesurer l'activité cérébrale dans ces environnements, pour voir ce que ça déclenche chez les personnes. Alors, l'évolution des exergames, entre les années 90, 2000 et 2010-2020, il y a eu une très nette évolution. Dans les années 90, on était sur des consoles qui captaient rapidement le mouvement avec une petite télé. Puis progressivement, ça a pris de l'ampleur. Avec aujourd'hui, vous avez beaucoup d'industriels qui proposent des murs connectés. Alors ça peut être sur un mur, ça peut être au sol. Vous pouvez avoir différents niveaux d'interaction. Vous pouvez utiliser du matériel comme des ballons, etc. Et puis vous avez plein de jeux cognitifs à l'intérieur. Et donc il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent au niveau d'efficacité, et ça a été évoqué par Laurent Bosquet ce matin, sur les exercices combinés, le fait de faire du travail cognitif en même temps qu'on fait du travail moteur, qu'est-ce que ça vaut réellement chez les personnes âgées? Alors, on s'est intéressé, on a fait une revue de revues, donc c'est le plus haut niveau de preuve scientifique, et on a regardé un petit peu là, les effets des exergames ou des activités de double tâche cognitivo-motrices sur les capacités cognitives isolées, moteurs isolés, ou les capacités de double tâche. Et donc on s'aperçoit dans la littérature que sur le plan cognitif, ça semble être plutôt efficace. Sur le plan moteur, vous le voyez ici, c'est plutôt controversé, puisque vous avez absence d'efficacité, ou égale, ou positive, donc c'est assez controversé. Puis sur le plan de la double tâche, il n'y a pas grand-chose. Donc ça a été un des projets que je vais vous montrer par la suite. Et puis, et ça c'est un point de vigilance qu'il faut avoir si vous faites un peu de littérature ou si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Ah il y a des articles qui ont montré que c'était efficace ». Le problème c'est que le terme qui est utilisé aujourd'hui, pour ne serait-ce que la Kinect ou la Wii, c'est le terme de virtual reality, c'est de la réalité virtuelle. Parce que c'est beaucoup plus sexy, c'est plus vendeur. Donc il y a beaucoup d'ouvrages ou de publications, vous voyez celle-ci. Geriatric Nursing, j'en ai pris une au hasard, il y en a tellement que je ne vous ai pas fait le tri. Elle est de 2024, donc elle est récente, mais ils considèrent que la Kinect et la Wii, c'est de la réalité virtuelle. Et donc ça embrouille un petit peu pour vraiment savoir ce qui est efficace, parce que je vous ai montré que c'était beaucoup plus complexe et qu'on avait vraiment plein de cadrans, et que si on mélange tout, à la fin, on ne sait pas trop ce qui est efficace. Alors pourquoi on ne sait pas trop?
Ben ça, c'est une revue de la littérature qui montre qu'en fait, dans les exergames, on peut faire varier, un peu comme ça a été évoqué ce matin, l'intensité, la dose, la charge cognitive ou la charge motrice, et en fonction de ce que je vais mettre dans mon jeu, ben, le niveau d'efficacité, il va être très différent. Et donc ça, c'est une revue récente plutôt basée sur la compréhension de ce qu'on doit mettre dans les exergames, et on s'aperçoit finalement qu'il faut être très vigilant, en tout cas dans la proposition. Alors, le but, là, je vais quand même regarder le chrono parce que je suis bavard, mais non, ça va. Les applications cliniques de la réalité étendue, donc vers une capacité, donc une amélioration des capacités cognitivo-motrices. Donc, je vais vous parler de quelques projets qu'on a développés au sein du laboratoire. Donc, ça, c'est des projets récents qui sont financés donc par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'État, etc. Mais vous avez à chaque fois des doctorants ou des post-doctorants sur ces projets. Je vous ai mis les hashtags pour que vous ayez à peu près les mots-clés des thématiques de recherche du laboratoire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces 4 projets qui sont plus en lien avec le vieillissement, excepté le projet Therapass, mais je vais l'aborder quand même rapidement. Donc ça vous donne une idée un petit peu là du type de projet qu'on peut avoir. Alors, à chaque fois, je vais reprendre un peu le contexte scientifique, je vais reprendre des éléments et puis je vais vous montrer les prototypes. Je ne vais pas vous détailler tous les résultats scientifiques, mais je vais plutôt vous montrer un petit peu en termes de contenu d'intervention ce qu'on peut avoir. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il y a peu de laboratoires aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet-là, parce que faire des études interventionnelles, ça demande beaucoup d'énergie. Je vais y revenir après, mais c'est recruter des participants, avoir des comités d'éthique, développer des technologies, accéder aux populations, traiter les résultats. Généralement, il nous faut plus qu'une thèse pour avoir ça, et donc forcément, il nous faut au moins 4-5 ans. Et donc, vous avez intérêt d'être très précurseur dans l'idée, parce qu'au bout de 4-5 ans, ça peut vite devenir très obsolète. Alors, le contexte, vous l'avez en haut à gauche. Dans le vieillissement, on sait que l'exercice combiné, sur le plan moteur et cognitif, ça peut être pertinent, et d'autant plus quand c'est personnalisé. Et je vous ai dit, dans cette revue de littérature, on avait montré que sur le plan de la double tâche, il y avait encore des niveaux de preuve à tester sur l'efficacité. Alors on a fait un exergame pour justement voir quel est le niveau d'efficacité sur ces 3 dimensions. Au laboratoire, on avait développé dans les années 2018-2017 un tapis magique qui est finalement une simple vidéoprojection interactive où on avait un tracking du déplacement d'un sujet. Vous avez ici les capteurs portés sur lui. Et donc on s'amusait à regarder un petit peu les stratégies de navigation spatiale en lien avec le vieillissement. Et puis on s'est dit que cette technologie-là pourrait être mise au profit d'un programme d'intervention basé sur la même chose, c'est-à-dire une vidéoprojection interactive. Ce que je vous ai montré sur la dernière diapo tout à l'heure dans le quiz que je vous ai fait en introduction. Alors, le jeu, on l'a centré, vous le reconnaissez peut-être, c'est le schéma de la ville de Limoges. Alors, pourquoi avoir centré un jeu sur la ville? C'est que la population à qui on a fait passer l'intervention, c'est des RAM, c'est des résidences donc autonomie, et donc les personnes pouvaient sortir. Et l'idée, c'était de centrer un jeu sur leur territoire, les amener à parler du territoire, et puis peut-être potentiellement leur donner envie d'aller dans des lieux qui sont connus ou qu'ils ont connus grâce à l'interface. Donc vous aviez ici la ville représentée donc, avec la Vienne, et puis vous aviez des points différents. Donc c'est un jeu coopératif qui se joue à 4. Vous avez plusieurs couleurs, et puis il y avait des jeux qui étaient 100% cognitifs, 100% moteurs, ou des jeux de double tâche. Alors, vous connaissez peut-être le Dance Revolution. Qui connaît le Dance Revolution, le jeu complètement à gauche? Levez la main là, bien haut là. Ok. Alors, vous êtes beaucoup à ne pas connaître, et pourtant, dans les pays asiatiques ou nord-américains, ça cartonne. J'aurais posé la question, il y avait quasiment 100% des gens qui auraient levé la main. Ça a fait un flop total en Europe. On n'a même pas pu s'en procurer. Dans toutes les arcades de jeux, je dirais les magasins de jeux vidéo, ils n'en ont pas vendu quasiment ou très peu en Europe, alors que ça marche énormément à l'étranger. Alors, le principe est très simple. Vous avez un fond de musique, vous avez un écran, vous l'apercevez, vous avez des flèches, et vous devez le plus rapidement possible reproduire au sol les flèches que vous voyez à l'écran. Donc c'est un jeu, on va dire, de traitement simple de l'information, c'est plutôt attentionnel comme tâche cognitive, et puis ça a un fond rythmique, et surtout on travaille ce qu'on appelle en rééducation sur du stepping. Une personne qui va chuter, l'avantage c'est que si vous l'entraînez à se rattraper, elle va déclencher des réflexes. Ce qu'a évoqué tout à l'heure Guy, c'est tout ce qui va être mémoire procédurale. J'ai le souvenir j'ai ce schéma moteur qui est ancré en moi. Alors, dans la littérature, on l'avait identifié puis développé après en 2018, il y a eu des jeux ou des adaptations de ce Dance Revolution pour des pathologies. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler que du traitement cognitif simple, on peut rajouter des fonctions cognitives complexes dans le cadre de ce jeu. Alors les fonctions cognitives complexes, c'est quoi? C'est par exemple de l'inhibition mentale. Vous connaissez probablement tous, c'est inhiber un processus automatique.
Donc un des tests connus, c'est le test de Stroop. On voit un mot écrit dans une autre couleur, puis on doit inhiber la lecture automatique du mot. Donc on doit dénommer la couleur du mot, ce qui est très difficile même pour un sujet jeune. Et là, en l'occurrence, quand la flèche était en couleur rouge, par exemple, il ne devait pas suivre le sens de la flèche, mais il devait faire le mouvement inverse. Et puis on a imaginé, vous l'avez à droite là, sur le mini-jeu de Incom, on a imaginé 4 pads virtuels, puisque c'est un jeu de coopération, je dois faire l'exercice, et puis je marque des points pour le collectif, et vous aviez au centre les flèches, et puis on pouvait varier les consignes. Donc on avait de l'inhibition mentale, mais on avait aussi ce qu'on appelle de la mémoire de travail ou du handback, de la mise à jour. Typiquement, si vous avez une flèche qui apparaît, vous la laissez passer, puis quand vous avez une deuxième flèche, vous deviez faire la flèche précédente. Donc il faut emmagasiner l'information, en même temps qu'on met à jour la nouvelle information. Et donc vous voyez qu'on peut, par les consignes, proposer des tâches très variées à travers juste une tâche là, de stepping interactive. Alors, vous avez ici la vidéo de résidents. Alors, je n'ai pas précisé, il y en a 39 qui ont participé à l'étude. Les résidents, là, c'était donc sur une phase de pré-test. Ils avaient 85 ans de moyenne d'âge. Ça allait de 65 ou 66 jusqu'à 99 ans. Et donc, vous en aviez plusieurs établissements et vous aviez les personnes là qui... Donc, vous la voyez, la magnifique gare de Limoges en arrière-plan. Donc, à chaque fois, l'idée, c'était de travailler un peu sur la réminiscence. Est-ce que ce lieu évoque quelque chose pour vous? Et puis après, de pouvoir discuter, est-ce que vous savez s'y aller loin? Est-ce que vous y êtes allé il y a longtemps, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est de la vidéo interactive, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire Limoges les 4 saisons, vous pouvez faire Limoges de 1950 à 2. Vous pouvez faire... Vraiment, c'est très ouvert. Alors, en termes de résultats, parce que c'est 66-97, à 85 ans de moyenne d'âge, en termes de résultats, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé une amélioration que sur le plan cognitif. Sur le plan moteur, vous avez, si vous regardez les P significatifs, ils sont dans des valeurs significatives, mais après correction, c'est des termes barbares de statistiques, croyez-moi sur parole, c'est efficace que sur le plan cognitif. Donc on n'avait pas d'efficacité sur le plan moteur, ce qui était plutôt inattendu pour nous, je ne vous le cache pas, puisqu'on s'attendait quand même à avoir un effet sur le plan moteur et un effet sur la double tâche. En termes d'adhérence, de compliance ou de sécurité, c'était vraiment des bons résultats, c'était très gros scores par rapport à la littérature, donc ils ont vraiment adhéré au contenu. En termes d'interprétation, les effets principalement cognitifs, en fait, c'est qu'on a eu beaucoup de tâches qui étaient centrées finalement sur la mémoire de travail, donc sur des fonctions qui ont été entraînées pendant le jeu et puis qu'on a retrouvées sur les évaluations neuropsychologiques. Et puis on s'est aperçu que la charge motrice était probablement trop faible. C'est-à-dire qu'il y avait un gros coût cognitif dans les tâches qu'on leur demandait, mais finalement cette simple tâche de stepping, c'est pas une activité de marche importante, c'est pas une tâche d'endurance, etc. Donc finalement sur le plan moteur, c'était un peu évident parce que finalement le plan moteur servait juste à réaliser la tâche cognitive. Donc une implication motrice qui est un peu plus limitée. Après, on n'a pas eu d'amélioration sur le plan moteur, mais ils avaient quand même 85 ans de moyenne d'âge, ils étaient en plein Covid, et pendant 3 mois, il y a quand même eu un maintien des capacités motrices. Et donc finalement, c'était peut-être pas si mauvais, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de la résidence, et donc notre côté réminiscence, on n'avait pas anticipé le Covid, et donc on n'a pas pu travailler sur est-ce que vous êtes sorti de l'établissement, etc. Le deuxième projet, alors j'ai pas les en tête, c'est un peu dommage, et puis ça a décalé les présentations, mais c'est pas grave, c'est le projet Therapass. Et le titre, c'est Therapass, c'est la télé-exercice, télé-réadaptation pour les paralysés cérébraux. Alors là, vous vous dites, il n'a rien compris au thème, on parle des vieux, comme j'ai entendu tout à l'heure, et puis finalement, il nous parle des enfants. En fait, les enfants paralysés cérébraux, ils ont les mêmes problématiques que les sujets âgés, notamment qui ont des troubles cognitifs. C'est-à-dire qu'ils ont des troubles cognitivo-moteurs, ils ont des troubles de la navigation spatiale. Donc fonction cognitive, exécutive, motricité, etc. Et donc ce projet-là, le contexte c'est quoi? C'est des enfants paralysés cérébraux, pendant le Covid, ils n'ont pas eu de rééducation, et on cherchait des systèmes qui, à domicile, pouvaient permettre de rééduquer notamment les capacités cognitivo-motrices. Et donc on a développé, alors là pour ce coup-ci en réalité mixte, des jeux de rééducation. Et donc vous avez les lunettes à gauche, vous avez des tests représentés en bas. Donc ce sont des tests neuropsychologiques qu'on a adaptés pour la locomotion. Et donc là, par exemple, sur le test de gauche, les sujets vont voir s'allumer des dalles et puis ils vont devoir restituer la séquence. Et donc là, ce qu'on active, c'est la navigation spatiale, mémorisation d'itinéraires, etc. Ça paraît hyper simple, mais ce qu'on appelle la capacité d'empant, donc c'est mémoriser une séquence. La moyenne là, dans l'amphi pour des sujets sains, c'est 5 plus ou moins 2 sur une table. Si vous le faites en navigation spatiale, vous apprenez un itinéraire, et si je vais là et que je me tourne,
ma carte cognitive, ma carte spatiale, elle a complètement changé. Et là, je peux vous dire que la rotation mentale dans des exercices de navigation spatiale chez les âgés, ça fait un carnage. Le deuxième test, c'est le test du zoo. C'est un test de planification spatiale, d'orientation spatiale. Donc, on est sur les mêmes idées. Et donc, je vais vous le montrer rapidement après. On a développé, donc ça a été fait avec une école d'ingénieurs. Et donc, c'est des étudiants qui ont développé l'application. Donc, il n'y a pas besoin toujours systématiquement d'avoir des industriels. On a développé plein de versions, 1, 2, 3, 4 que vous avez en bas, avec des conditions. On a des objets congruents, incongruents. On a des avatars qui peuvent aider. Donc, ils refont la séquence ou ils peuvent nous attendre à chaque bloc. Donc, on a un côté très évolutif de la tâche. Et donc, on peut simplifier ou complexifier les exercices dans ces environnements-là. Le thérapeute, lui, voit la tablette, donc c'est du plug and play, c'est-à-dire qu'il lance l'application, il peut cocher les cases, et il va désigner si je veux les objets, etc. Et il va récupérer tous les parcours de navigation spatiale. Je vous passe la vidéo rapidement. Vous allez voir, ça c'est le prototype qui avait été développé par les étudiants de 3e notamment. Je vérifie en même temps un peu le temps. Là, vous avez la première condition avec Avatar. Et donc, vous voyez, on voit l'environnement réel autour. On voit les chaises, on voit les tabourets. Et puis, vous voyez là, ici, la plante, la séquence s'allume. Et donc, le sujet, lui, il voit les objets, mais le thérapeute ne le voit pas, mais il le voit sur la tablette. Donc, on a la validation des cases, etc. Et puis, vous avez le parcours en temps réel. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que ces casques-là, ils permettent à la fois donc, de projeter les éléments, de mesurer le déplacement, mais ils peuvent le faire aussi à distance avec les thérapeutes, puisqu'on peut intégrer de la visioconférence. Donc ça amène des possibilités, notamment autour du domicile. Donc ça, c'est le deuxième jeu avec le test du zoo avec des animaux. Et donc à l'époque, on n'avait pas encore fait la vidéo. C'est un projet qui tourne actuellement. Le troisième projet, c'est le projet Préfire. C'est un projet qui a pour but, là, le rationnel, c'est personnes âgées, à risque de chute, faire de l'exercice, notamment à domicile. Et donc ça revient à cette histoire de proposer des programmes d'entraînement sous une autre forme. Et donc là, on s'est basé sur le concept d'apprentissage sans erreur. Je vous explique un peu l'objectif, c'est que vous avez un coach virtuel qui est devant vous, vous avez votre environnement réel, donc il n'y a pas de cybercinétose, etc. Et puis le coach, il va faire un mouvement, et vous devez faire le même mouvement. Et le casque, il mesure le delta entre le mouvement attendu et le mouvement réalisé, et puis il va corriger en disant ce qu'il doit faire pour corriger le mouvement. Alors vous allez me dire, c'est moins bien qu'un enseignant en a pas, et je suis complètement d'accord. Le seul truc, c'est qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, ou il y a des moments où on l'a évoqué ce matin, pour la reprise de confiance en soi, etc. On peut le faire aussi de temps en temps avec une technologie. Là, c'est des gestes simples. Donc pour des gestes simples, ce n'est pas très compliqué. Mais le concept de l'apprentissage sans erreur, c'est un concept de psychologie cognitive qui est pour les mouvements complexes et qu'on vise là sur notamment le mouvement du relevé du sol, qui est la combinaison de plusieurs mouvements complexes. Et l'idée, c'est d'arriver sur un apprentissage sans erreur, mais notamment sur de la mémoire procédurale, que ça devienne finalement un mouvement appris. Donc vous avez ici le coach qui est représenté, et donc c'est typiquement le type d'application qui se développe. Donc en France et en Allemagne, aujourd'hui, on est 2 à travailler sur ce projet-là. Et donc, on travaille avant de développer complètement l'application sur l'acceptabilité. On cherche à savoir si est-ce que les gens seraient intéressés par ce type de contenu. Donc c'est un petit projet, et s'ils nous disent non, on arrête le développement parce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'implémentation à terme. Le dernier projet, c'est le projet VIPAD. Le contexte, c'est les personnes âgées, en EHPAD notamment. Eh bien, il y a des risques d'anxiété et de dépression. Il y a du lien social à développer. Donc, il y a plein d'applications qui existent. Alors, des jeux de cartes, etc., qui sont symbolisés. Mais il y a aussi de plus en plus la réalité virtuelle, qui est dénommée comme étant un levier pour pouvoir finalement travailler sur ce versant-là. Alors ça, c'est un projet que je mène avec la doctorante et puis avec le collègue que vous avez à gauche, là, qui est en psychosocial. Donc c'est hyper intéressant de croiser les regards. Donc on s'intéresse à l'efficacité des interventions de films, c'est du 360 degrés, sur les facteurs psychosociaux. Alors là, on n'est pas vraiment dans le sport, mais on va quand même parler un peu de sport, vous allez voir. Donc la solution 360, c'est un industriel, donc on n'est plus sur du développement qu'on a fait nous-mêmes. C'est un casque 100% immersif, et puis on a une tablette. Et on a une batterie. Donc vous avez ici l'exemple de 80 vidéos, et vous avez les soignants qui demandent aux résidents qu'est-ce que vous aimez faire, où est-ce que vous avez vécu, c'est quoi vos loisirs, etc. Et donc on retrace le parcours de vie, et on propose à travers le parcours de vie, via un algorithme, une sélection de 8 vidéos différentes basées sur de la personnalisation. Les vidéos, elles durent entre 10 et 15 minutes, et puis après il y a entre 10 et 15 minutes d'échange avec le thérapeute. C'est ce qui était l'objectif dans le cadre de cette étude. Alors, j'ai un morceau de résultat, mais il y avait 68 établissements qui ont participé. Il
Il y a eu plus de 80 résidents qui ont suivi le programme. Donc, dans la littérature, si vous regardez, des fois, c'est 1 à 2 interventions. Vous avez 10 participants et puis vous dites c'est super efficace. Nous, on en a fait presque 80 sur plusieurs établissements, 8 semaines, 8 vidéos 1 fois par semaine. Et on a trouvé, sur l'ensemble de toutes les variables qu'on a mesurées, seulement un effet sur la dépression. Le bien-être subjectif, etc. On a mesuré beaucoup de choses. On a seulement sur la dépression. Et un fait intéressant, on a seulement un effet sur la dépression chez les gens qui ont des troubles cognitifs. Chez les sains, on n'a pas eu d'effet. Alors, dans ce projet-là, je vais quand même dire un truc parce qu'on mesure souvent des facteurs quantifiés, donc des questionnaires, etc. Et donc, on a fait toute une analyse qualitative. Donc, 53 professionnels de santé ont été interrogés, ceux qui ont participé à l'encadrement des séances. Et puis, on a relu, on a tous les scripts, finalement, de ce qui a été dit pendant les 10-15 minutes de relation avec le thérapeute. Et il en ressort des choses extrêmement intéressantes qui sont en cours là, de valorisation. Alors, en termes de perspective, il y en a plein. Il y a des programmes aujourd'hui qui utilisent les exergames à domicile, à distance, via plein de leviers différents. Donc vous avez beaucoup aujourd'hui de support à l'aide à l'activité physique à domicile, notamment pour des personnes qui sont en difficulté. Donc c'est des compétences supplémentaires dans la formation de soignants ou de personnel technique. Il y a une étude là, c'est une très grosse étude, 269 participants, c'est un énorme journal, et ils ont montré donc une diminution du risque de chute sur 12 mois, mais il n'y a pas eu d'énorme effet sur la cognition et la motricité. Et puis, je voulais vous parler de ce dernier projet qui n'est pas anodin. C'est le projet VR4A qui n'a pas été retenu l'année dernière. Donc, le PPR, c'est des énormes appels à projets. On avait demandé 3,5 millions. Il y avait 8 universités françaises impliquées dans le projet. Et on était à Limoges porteur de cet appel à projet. Il y avait Rennes, Marseille et Caen, qui sont des grosses universités avec des centres européens de réalité virtuelle. Et l'objectif, c'était de développer des activités à domicile pour les personnes et des activités de loisirs. Et ce qu'on voulait faire, c'était proposer 4 types d'activités. Randonnée, 100% moteur, exergaming, cognitivo-moteur mais ludique, la danse, plutôt artistique, et les visites de musées, plutôt culturelles. Et l'idée, c'était, comme on l'a évoqué tout à l'heure ou ce matin, c'est de redonner envie aux gens de refaire de l'activité ou de renouer avec certaines activités. Donc là, on était plutôt sur de la prévention primaire. Et l'idée, c'était plutôt de sensibiliser les jeunes retraités qui sortent plus de chez eux à redonner goût, à envie de revoir des choses. Donc encore une fois, la VR, moi, je l'aperçois comme un levier et non pas comme la finalité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'ils fassent des visites virtuelles de musées à la maison. Et il y a des publications qui commencent à sortir sur l'intérêt de faire des visites virtuelles, notamment de musées culturels, dans les établissements, puisqu'on ne peut pas emmener 80 ou 100 personnes dans un musée, mais on peut aller voir des musées, et c'est là où ça rejoint des projets précédents. La finalité de la dynamique que ça peut lancer dans un établissement, c'est d'aller vraiment dans un vrai musée en fin d'année. Mais c'est d'amener un projet dans lequel on va voir des visites de quelques musées aux alentours ou de voir des musées loin, etc. Et puis d'y aller pour de vrai à la fin. Je vous remercie pour votre attention et puis vous pouvez suivre l'actualité du laboratoire sur les différents réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci beaucoup Anaïk. Merci beaucoup. À quand GTA Limoges, j'ai envie de dire. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Est-ce que vous avez des interrogations? Même si tout était très clair. Alors, c'est la fin de journée, on sent. Concrètement, est-ce que ces directeurs, ces directrices d'EHPAD, qu'est-ce que concrètement ils peuvent mettre en place, soit avec leurs salariés ou avec leurs résidents, par rapport à tout ça, toutes ces nouvelles technologies? Qu'est-ce qui peut être, j'ai envie de dire, facilement mis en place et dans un court terme? Alors, il y a la conférence des financeurs qui finance quand même beaucoup de solutions. Là, la solution Sagesse que vous avez vue, je ne l'ai pas précisé, mais c'était en région Auvergne. Donc, c'est la conférence des financeurs qui a participé au financement pour l'équipement des structures. Il y a des établissements qui investissent dans des vélos connectés. Il y a plusieurs façons de le faire. Après, en pratique, ça reste difficile et c'est ce qui ressort des entretiens, c'est que manque de temps, manque de personnel, donc tout le monde y voit l'intérêt. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Mais après, on sait qu'aujourd'hui, en termes de priorité, on l'évoquait, on en a parlé avec quelques-uns, quand vous faites une activité à du 1 pour 1, c'est compliqué donc à mettre en place. Je ne l'ai pas précisé, mais ce qui est paradoxal, c'est que la VR, ça isole. C'est-à-dire que là, ces dispositifs-là, typiquement, les personnes, elles vivent l'expérience immersive de visiter un château, par exemple.
Donc on peut se dire finalement on cherche l'isolement, on cherche à développer le lien social et puis on les isole. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et donc c'est avec une sociologue, c'est que dans l'établissement, tout le monde en parle. C'est-à-dire que ça crée du lien entre les gens. C'est-à-dire, tu as vu tel truc, ah ouais, mais moi, et les gens découvrent qu'ils ont vraiment vécu dans des endroits similaires, ou qu'ils sont passés par des mêmes trucs, ou qu'ils connaissent les mêmes trucs. Puis à table, c'est, ah, j'ai essayé le casque, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien. Et donc, en fait, ça déclenche beaucoup d'échanges, donc oui, c'est plutôt positif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur quand il y a 15 minutes de vidéo, il y a 15 minutes d'échange après avec un psychologue, c'est ça? C'est le personnel de la structure. Ouais, c'est vraiment le retour sur expérience qui va être intéressant là-dessus. Mais effectivement, après, dans les faits, oui, c'est compliqué. Après, pour les financeurs, pour financer ce type de technologie, ça coûte cher. Et puis, il y a le temps alloué à ces éléments-là. C'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on essaye de mesurer l'efficacité, parce que si déjà, c'est pas efficace, ça sert à rien de les financer. Mais c'est pas parce que c'est ce que j'évoquais que c'est efficace que ça va être accepté, ou que ça va être facile en termes de faisabilité à déployer. Ça, c'est évident. Bien, merci beaucoup. Merci, Naïk. Merci. Attendez, Madame a une question, là, au milieu. Mario Kart Limoges, non? Non. On organise le premier colloque de la XR avec les applications sportives, parce qu'il y a eu beaucoup de financement des Jeux Olympiques dans les sports, justement, en simulation de performance en réalité virtuelle, et en santé. Et donc, on organise le premier colloque national l'année prochaine, justement, sur ce thème de la XR en mouvement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, l'année prochaine, ça sera à Limoges, en juillet 2025. Il y aura un save the date bientôt sur les réseaux sociaux. On y travaille. Merci. Donc, désolée pour encore une question. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Est-ce que je suis la seule à ne pas suivre tous les mots, ou levez le doigt ceux qui n'ont pas suivi tous les mots. Merci les collègues. Moi, je voulais poser une question, mais vraiment de profane, et puis que mes collègues m'excusent aussi, parce qu'eux, ils en savent peut-être plus que moi là-dessus. Cette réalité virtuelle, du coup, je ne sais même plus si j'ai le droit de dire ce mot. On en a eu une expérience très très courte à l'EHPAD à Saint-Jean-de-Mont. C'était dans le cadre du départ de la course Vendée Globe. Un des sponsors avait apporté des lunettes complètes et les faisait essayer aux résidents, et on se retrouvait sur le voilier, on grimpait au mât, et en se tournant, on pouvait voir en haut, en bas, enfin bon. Juste, nous, ce qu'on avait vu de façon empirique, c'est que les résidents qui avaient conservé toute leur capacité cognitive étaient assez raides avec leur casque, là. Ils tournaient à peine la tête, voilà. Les résidents atteints de troubles de type Alzheimer, désinhibition totale, ils bougeaient, ils sont grimpés en haut du mât, et vraiment aucune appréhension, etc. Je voudrais savoir, moi, des résidents qui sont dans une phase où ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir à la gare, prendre le train, c'est d'aller retrouver leur papa-maman, etc. Est-ce que on peut les mettre dans une autre réalité, puisqu'ils le sont déjà? Et est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce serait un axe, par exemple, pour leur projeter quelque chose qui fasse que ils ont le sentiment qu'ils peuvent sortir et qu'en fait, ils ne sortent pas? Ma question est bête ou je... Alors, je vais reprendre 2-3 trucs. Déjà, le premier point, bon, je suis vraiment désolé si vous n'avez pas compris, c'est rare quand ça m'arrive, du coup, je suis un peu gêné. Il faudra que je revoie ma copie pour la prochaine fois. Mais le deuxième point, qui est un point quand même que vous avez évoqué, qui n'est pas négligeable, c'est déjà dans la description, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais un peu comme ça, c'est faire une application pour monter sur un mât d'un bateau. C'est là où je disais tout à l'heure, des fois ça n'a pas de sens. J'en parlais avec d'autres. Nous, dans ce projet-là, par exemple, il n'y avait pas de vidéo, pas interactive, mais avec du flux visuel. En fait, les gens, ils ne supportent pas la réalité virtuelle quand vous leur faites faire des loopings dans un manège, tout simplement parce que vous avez un flux visuel qui vous donne du mouvement. Donc vous avez l'œil qui vous dit que ça bouge, puis vous avez votre oreille interne qui vous dit que ça ne bouge pas. Et vous avez la moitié des gens aujourd'hui, là, si vous essayez ces applications-là, vous serez malade. Tous ceux qui ont des mal de transport en voiture, quand vous lisez un truc et que vous êtes malade, vous êtes sûr d'être malade en réalité virtuelle. Donc ces applications-là, vous avez la mer qui bouge, etc., c'est utilisé seulement pour la rééducation vestibulaire par des professionnels. Et donc, à part perturber les gens, ces applications-là, elles n'ont aucune utilité. Donc,
Il faut vraiment choisir le type d'application, quel est l'intérêt, quelle est la finalité, est-ce qu'il y a un projet derrière d'établissement, des enjeux cognitifs, psychosociaux, etc. Donc ça pose plein de questions de... C'est pas anodin, vous n'avez pas un industriel qui tape à la porte en disant on va vous prêter des casques, c'est super. C'est vraiment réfléchir, il y a une vraie réflexion de pourquoi l'utiliser. Après, moi je suis un pro VR et j'ai des grosses réserves. J'ai fait des conférences sur les dérives, les addictions, les risques, etc. Donc j'essaie d'équilibrer mon discours à chaque fois. L'utilisation maintenant pour la pseudo-réalité. C'est essayer de les ramener sans trop les perturber, mais d'y aller progressivement, etc. Il y a des travaux qui ont été faits, alors pas exactement dans ce cadre-là, mais dans du réalisme pur. Visiblement, ça les perturbe énormément. C'est-à-dire que vous allez empirer ce phénomène de perte de repères dans l'espace et dans le temps. Et donc, ils ont plutôt tendance à conseiller d'avoir un format plutôt gaming, c'est-à-dire des images qui ne sont pas réalistes, plutôt qu'avoir une vraie balade en forêt. Nous, on le fait avec des patients AVC, on le fait avec d'autres pathologies pour restaurer dans une marche écologique et recentrer sur la tâche. Ça marche bien. Mais si vous le faites à des patients déments, vous allez encore plus les perturber, parce que quand ils vont enlever le casque, ils vont voir qu'ils ne sont pas dans la forêt. Et donc, ça alimente en fait ce décalage qu'il y a sans arrêt. Donc, j'aurais tendance à dire d'être très précautionneux sur ces possibilités-là. Et donc, c'est pareil. Je parlais des visites des musées, par exemple, qui sont très réelles. Probablement que ceux qui ont des troubles cognitifs, ce n'est pas la population à viser pour ce type d'application. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour votre intervention. Merci beaucoup, Anaïk.